Vous voulez développer un charisme magnétique qui attire naturellement les opportunités et transforme votre quotidien? Vous souhaitez vous protéger de toute énergie négative qui vous entoure? Le docteur Olivier Madelrieux, expert reconnu en hypnose et magnétisme, révèle au grand public les secrets scientifiques du magnétisme personnel. Dans ce webinaire exclusif et gratuit, découvrez comment maîtriser les 4 éléments du magnétisme, amplifier votre énergie vitale, créer une protection énergétique puissante et expérimenter en direct l'exercice de la boule de feu. L'inscription est gratuite et le lien est juste en dessous, en description ou en haut à droite de votre écran. Votre nouvelle vie magnétique commence aujourd'hui. Comment est-ce que je m'émerveille du monde qui m'entoure? C'est pas facile en écoutant les infos, en écoutant de la pub, en ayant peur tout le temps. Et pourtant, je peux m'émerveiller d'une fleur qui pousse entre 2 dalles de béton. Si je regarde, je peux m'émerveiller d'un enfant qui sourit. Je peux m'émerveiller de la gentillesse de la boulangère. Mais est-ce qu'on a encore en nous du temps pour nourrir cet émerveillement? Bienvenue et merci d'accueillir sur ABC Caroline von Bibikoff qui est installée et qui vient tout droit de Belgique. Bonjour la Belgique. Bonjour la France. Vous allez Bonjour bien Marc en tout cas. Merci infiniment d'être là. Et merci pour ce petit geste avec des gâteaux à l'intérieur qui porte un nom très joli, le gâteau des âmes. Voilà. C'est vous qui l'avez intitulé comme ça ou c'est vraiment le nom? Alors c'est le vrai nom d'une recette qui se trouve dans un livre de recettes rituelles pour la période de Samhain qui est la Toussaint version celtique, version nos ancêtres. Et l'histoire de ces gâteaux-là, c'est que dans cette période où on est sur le fin fil entre le monde des morts et le monde des vivants, les plus pauvres allaient sonner chez les nantis pour recevoir de la nourriture, de l'eau, et en échange des offrandes, ils s'engageaient à faire des prières pour les morts et pour les accompagner. Et donc ils recevaient, pour leurs prières, ils recevaient le gâteau des âmes pour remercier du chemin de passage qu'ils aidaient à faire. Merci infiniment. Donc ça se vend en Belgique aujourd'hui? Pas du tout. Ah, pas du tout? Ah non, c'est une amie qui les a fait. Puis hier soir, j'avais un cercle de femmes et c'était le thème. Et du coup, il en restait. Je me suis dit, je vais les amener à Marc, puisqu'il y a quand même beaucoup d'émissions qui sont autour du passage, de la mort, de l'au-delà. Alors voilà, j'avais juste envie de célébrer merci ce moment. Merci infiniment pour cette attention, merci beaucoup. Ça va durer 10 secondes, parce qu'avec un petit café et avec Antoine qui réalise l'émission, en général, ça ne dure pas très longtemps. Mais merci, on va essayer d'en mettre un ou deux de côté. Caroline von Bibikoff, j'ai regardé évidemment, et quand on a préparé l'émission, j'ai regardé attentivement tout ce que vous nous avez raconté pour construire l'échange que l'on va proposer maintenant. Communicologue. Ah, je m'attendais à celle-là. Et là, je me suis dit, mais alors, ça me fait penser à une amie qu'on produit très souvent en événement, qui s'appelle Sandra Cachon, et qui fait de la rigologie. Donc, elle est rigologue. Et c'est une sorte de... Voilà, c'est bon. Et je me suis dit, communicologue, ça n'existe pas à la base. Alors, ça existe parce qu'en Suisse, en fait, j'ai retrouvé, je me suis demandé pendant un moment, oui, mais en fait, je fais quoi? Comment est-ce que je rassemble? Et il y a ce besoin de se titrer et d'avoir une étiquette et de comment je me définis. Rentrer dans les cases. Alors que je fais des choses multiples qui forcément n'ont pas un nom précis. Et puis, j'étais dans un travail de cérémoniel, d'écoute, de grande conscience, on va dire. Et puis, ce mot-là est descendu. Et j'en ai rigolé moi-même, en fait, pour être honnête. Mais j'étais dans un groupe de co-développement professionnel. Et puis, je suis revenue avec ça, avec mes pairs avec qui je travaillais sur le qui je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai à offrir au monde. Et je leur dis, voilà le mot qui m'est venu pour me définir. Et en fait, l'ensemble de la salle a fait, c'est exactement toi. Puis j'ai été faire des recherches. En Suisse, ce mot existe et signifie un spécialiste de la communication. Et en fait, c'est ce que je suis devenue avec les années. Et je préfère ce mot-là que psychologue ou que thérapeute, parce que ma pratique est axée vraiment toujours sur la communication, le lien
la communication déjà avec soi, la communication avec l'autre, avec les autres, avec le monde, avec l'invisible. Et donc ça se décline. Mais... Le deuxième mot qui vous caractérise après communicologue, c'est rituel. Oui. J'ai le sentiment que les rituels, en tout cas dans votre vie, alors je ne sais pas dans votre approche, et on va le voir, vous allez nous le détailler, mais c'est quelque chose de très important. Je dirais aussi, c'est devenu, hein, avec la pratique, il y a des choses comme ça, je n'ai pas décidé de les faire, mais c'est le chemin qui s'est dessiné devant moi. Et de fait, dans mes 2 ouvrages, il est dans le titre. Donc oui, on peut dire que c'est important. Et ce qui est important, au-delà du mot, c'est la notion de pouvoir s'arrêter, de célébrer des moments de passage, de créer un espace hors de l'espace du quotidien, de mettre de l'attention, du temps, de la beauté pour créer un espace de profondeur dans lequel une émotion va pouvoir être partagée ou une difficulté se transformer. Et ça, c'est toute l'approche rituelle. Le ressenti, c'est que j'ai l'impression d'être arrivé dans une famille. On a envie après, le soir, de reprendre chaque activité et de creuser chaque petit point pour en savoir plus. Dans le dernier exercice, en plus, il y a des mots qui sont ressortis d'harmonie. Des exercices simples, mais efficaces. On sent qu'il y a une belle communauté, beaucoup de bienveillance. Mais j'écoute beaucoup mes ressentis aujourd'hui. Donc ça m'a envoyé ici. J'avais 2 choix. Le premier s'est annulé, le deuxième il est encore mieux. Vous avez dit quelque chose, quand on a démarré cette émission, d'intéressant, et que je pense que la très grande majorité de ceux et celles qui nous suivent sur ABC se posent également. C'est la question de qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre, qu'est-ce que je suis venu apporter, comment est-ce que je peux contribuer, qu'est-ce que je peux... Vous vous êtes posé ces questions à un moment existentiel de votre vie ? Je me les pose tous les jours, tous en les fait. jours encore. Enfin, je me la pose et j'aime bien comment tu le définis parce que c'est vraiment cette notion-là. C'est pas quel travail je fais, mais c'est comment est-ce que j'aide mon prochain, comment est-ce que je viens contribuer. Je trouve que déjà en se levant, en se disant comment je contribue aujourd'hui au monde et à l'humanité en tout cas juste autour de moi pour pas non plus être avec des trop grandes visions, mais et je trouve que ça donne déjà beaucoup plus d'élan que de se dire quel est mon travail. Hein, même étymologiquement, etc. Et ce que je suis venue faire, je pense que c'est ce que je fais. Voilà, la vie m'a plus enseigné encore que mes formations, que tous les cursus que j'ai suivis. Et les cursus qui m'ont le plus impacté sont ceux où j'avais l'impression de me souvenir, en fait, que les formateurs, les enseignants, les mentors venaient juste réveiller quelque chose qui était là. Et c'est les formations où j'ai fait... Ah, je me souviens, c'est comme si je me souviens de ça, j'ai ça en moi. Et donc, je pense que c'est, enfin voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour ça, parce que je pense qu'on vient tous avec ce quelque chose, et que quand on rencontre les bonnes personnes qui peuvent venir juste réveiller, allumer la petite flamme, elle peut briller de l'intérieur. Ce sont ces rencontres qui ont fait la différence ? Parce que le point de bascule, on se le demande toujours. C'est-à-dire que, honnêtement, je connais beaucoup de gens qui se posent ces questions-là ou qui sont habités par ce genre de questions sans jamais trouver la réponse ou qui se perdent parfois dans des élucubrations ou dans des recherches. Voilà. Et on n'arrive jamais, certains n'arrivent jamais à s'orienter vers quelque chose qui les nourrit et qui leur permet de pouvoir répondre à ces questions existentielles. Vous, ce sont les rencontres qui ont marqué cette différence ? Les rencontres, mais j'ai commencé par dire mon histoire, en fait, je pense. C'est vraiment quel terreau on a choisi, quel terrain de jeu on a choisi pour croître, se développer, et comment je fais de l'histoire de ma vie une histoire qui va être cohérente et que je peux en faire un fil rouge pour dire je suis peut-être venue chercher ce genre d'expérience et puis qu'est-ce que je viens réparer à travers ça, comment ça m'a guidée.
et comment après je peux effectivement partager ça avec mon prochain. Mais je pense que c'est une histoire de résilience aussi, c'est-à-dire c'est de se mettre en accord avec sa propre vie plutôt que de chercher à l'extérieur qu'est-ce qui m'anime ou qu'est-ce qui va me driver. Et puis il y a la notion de la joie. Est-ce que ce que je fais me procure de la joie? Est-ce que je me sens touchée par un état de grâce quand j'accompagne les gens? Est-ce que je suis inspirée? Et je pense que c'est ces éléments-là, l'inspiration, l'état de grâce, la joie, qui vont sans doute pouvoir dire, bah là, je pense que tu es sur le bon chemin. Vous parlez de résilience, oui. Et vous en parlez évidemment dans votre parcours, et vous dites qu'à 19 ans, ce mot résilience a une résonance particulière. Oui, c'est vrai. Et c'est marrant parce que j'ai écouté beaucoup d'émissions et puis je vois qu'il y a toujours le questionnement sur quel est le point de bascule. Et moi, je me disais, mais j'ai pas de point de bascule, j'ai un fondu enchaîné, si on dit au cinéma. Mais à 19 ans, j'ai fait cette expérience de la résilience. Donc, dans mon histoire, je suis née, je pense, dans l'amour de deux parents. Et puis leur relation a vraiment... Elle s'est perdue par la maladie de mon père, entre autres, qui était une maladie plus psychologique. Et ça a été très violent. Et à l'âge de 5 ans, ils se sont séparés. Et par la force des choses, j'ai été séparée de mon père aussi. Et je ne l'ai plus vu pendant 14 ans. Plus de nouvelles, plus vu, tout ça. Et à 19 ans, je reçois une lettre de mon père. Et le premier élan de ça, c'est de faire « Ah, il se souvient de moi, j'existe !» Et c'était fantastique comme voilà. Il habitait à Amsterdam, moi j'habitais à Bruxelles. Et donc dans cet élan de j'ai un papa qui se souvient de moi, j'existe, je m'en vais à Amsterdam en train, il n'y avait pas encore de TGV, c'était assez long comme trajet, avec un peu la peur au ventre, mais vraiment une petite fille intérieure, toute heureuse d'aller retrouver son papa. Qu'est-ce qu'il vous dit dans cette lettre? C'est pas indiscret. Alors, il me dit que ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je confirme. 14 ans, ouais, quand même. Ouais. Il m'annonce qu'il s'est remarié et qu'il a un fils à ce moment-là, je pense que l'enfant a 9 mois ou 8 mois ou quelque chose comme ça, et que donc, j'ai un petit frère. Alors moi, je ne le vis pas du tout comme ça, parce que j'ai grandi en tant qu'enfant unique, et à 19 ans, j'ai déjà un grand désir d'enfant moi-même, donc et je suis déjà dans cette projection-là. Et donc, je ne sens pas que c'est un frère. Donc, même aujourd'hui, je dis, mon père a eu un autre enfant, mais ce n'est pas mon frère. Et donc, je vais pour passer le week-end. Je pense à ce moment-là à ma maman aussi, qui ne l'a pas revue non plus. Et je me dis, elle a été courageuse, elle, de me laisser repartir parce qu'elle m'a protégée de toutes ces blessures à elle. Et elle m'a vraiment laissé aller en faisant va retrouver ton histoire. Et quand je suis arrivée à Amsterdam, la gare, et puis un bus, parce qu'il n'est pas venu me chercher à la gare, donc il m'a donné un chemin, mais on n'avait pas encore le téléphone, le GSM et tout ça. Hein, donc, il ne vient pas vous chercher à la gare? Il ne vient pas me chercher, mais il m'attend à un arrêt de bus près de chez lui. Et donc je descends du bus, et là, je vois un homme aigri, abîmé, vieilli, évidemment, et ça fait, c'est un homme, mais c'est pas mon père, parce que j'avais gardé du papa l'image des photos que j'avais à 4-5 ans, et c'était resté un prince charmant dans mon imaginaire. Et il était tellement abîmé. Alors, il faut savoir qu'on n'avait plus la même langue non plus, parce que lui était resté en Hollande, qui était son pays à lui. Moi, c'était ma langue de petite fille. Mais à 5 ans, quand il y a eu la séparation, j'ai tout bloqué. Et oui. J'ai plus jamais voulu parler un mot de néerlandais. Et donc, on parle en anglais, mais avec l'anglais que je connais à 19 ans, ce qui est pas terrible. Et pour du chemin émotionnel, c'est juste pas très facile. Ça fait beaucoup de barrières, quand même. Alors, oui, ça fait beaucoup. Et puis, j'arrive, il me présente sa femme, il me présente son fils. Et je regarde tout ça. Et sa femme ressemble, mais comme 2 gouttes d'eau, à ma mère 15 ans avant. Et donc, c'est aussi très troublant. Bon, et on passe l'après-midi qui est là. Et je suis contente, mais je me sens pas très bien. On va se promener.
Et en fait, c'est trop douloureux. Et alors, il faut savoir, il y a une chose que je déteste manger, mais vraiment, ça me rend malade. Je peux pas, même le nom, j'aime pas. C'est des champignons. Et évidemment que dans le plat qui est cuisiné, Il y a des champignons. Il y a des champignons. Ouais, Mais ça contribue à faire, ça ne passe pas, en fait. C'est un tout. C'est ça. C'est un tout. Incroyable. Et je me sens tellement mal que je décide de faire, et je vais pas rester jusqu'à demain, je veux rentrer ce soir. Et donc, mais merci pour la rencontre. Et je reprends le train. Et donc, ce train dure, je pense, 2h30. Et il pleut des cordes. Et je suis appuyée la tête contre le train. Et moi, je pleure. Et je vois les gouttes qui ruissellent sur la fenêtre. C'est un film. Et je ruisselle aussi. Mais je ruisselle de ce rêve de vie d'une petite fille qui aurait tellement aimé avoir un papa et être aimée de cet homme-là. Et en même temps, parce que j'arrive à la résilience pour répondre à la question, et pardon de t'interrompre, et en même temps, je réalise à ce moment-là que si la vie n'avait pas été comme ça, je serais la fille de cet homme, je vivrais à Amsterdam, je parlerais le néerlandais et je n'aurais pas rencontré les personnes déjà magiques. À l'époque, je faisais de l'improvisation théâtrale, ça a été vraiment un truc très important dans ma vie aussi. J'aurais jamais, c'est un sport théâtre francophone en fait, j'aurais pas été là-dedans, j'aurais pas eu ces mêmes aspects. Et tout d'un coup, toute ma vie a pris une valeur et une saveur. Et j'ai rencontré la gratitude infinie de faire « je suis heureuse de ce que je vis, des gens que je connais, de ce que je fais ». Et en fait, merci pour cette séparation, merci pour la souffrance, merci pour le manque, parce que tout ce que je vis, je l'aime. Et ça a été pour moi vraiment le démarrage de la rencontre avec la résilience et de pouvoir dire, et je pense que c'est sans doute le premier vrai adieu et merci que j'ai pu dire dans ma vie. Vous savez, quand vous étiez en train de raconter cet épisode de votre vie, j'étais à l'arrêt de bus. Je visualisais l'arrêt de bus, le fait de ne pas avoir revu votre père pendant 14 ans et de se retrouver face à face avec lui dans la voiture. C'est-à-dire que quand il vient vous chercher. Ah, il est à pied. Ah, il est à pied. Parce que en fait, le truc, c'est aussi qu'il n'a pas de voiture. Il a été déclaré inapte au travail. Il vit dans un tout petit appartement, un peu comme ça. En fait, je ne peux pas avoir d'admiration pour cet homme. Alors que vous l'avez idéalisé. Et je pense que l'admiration, en tant que fille, on a besoin. En tout cas, moi, j'avais sans doute besoin. Et ça s'est déconstruit et j'ai fait, mais moi, j'aurais pas voulu de cette vie-là, en fait. Et du coup, c'est aussi ça qui a fait le chemin. Bon, aujourd'hui aussi, je peux arriver à me dire, sans doute, j'ai choisi ce terreau-là et je peux plus rapidement être OK. Mais c'était cette expérience et je suis rentrée. Et à partir de ce jour-là, mais vraiment, ma vie a pris une saveur très, très différente. C'est-à-dire qu'elle vous a fait prendre conscience de la richesse de ce que vous aviez en dehors de cette relation que vous avez tellement souhaitée et tellement idéalisée, mais en fait, c'est pas ça qui vous concerne. C'est ce que... Et qu'une difficulté, un coup dur, c'est de l'alchimie, en fait. C'est comment on transforme le plomb en or. Et puis, tu le dis souvent dans les émissions, il y a toujours un cadeau caché, mais des fois, il faut le trouver. Le paquet est mal emballé, comme on dit. Et voilà. Et moi, j'aime me dire que des fois, j'utilise cette image-là. Je me dis, la vie, quand mon âme décide de s'incarner, sans doute, je dois avoir eu un contrat comme sur Google ou Apple, avec plein de conditions générales, des petits trucs, et que je les ai pas lus comme personne, et que j'ai appuyé sur accepter, et puis que je suis arrivée. Mais je crois que même en les relisant, je dirais oui. Et ça, c'est chouette. Et aujourd'hui ? C'est pour ça que je le mets au présent. Ouais. Je dis même en les relisant, je dirais oui. Donc vous n'avez aucune relation, pour fermer évidemment la parenthèse avec votre demi-frère, vous n'avez aucune relation avec lui ? Alors, bon, pour continuer dans l'histoire, parce qu'elle n'est pas finie, évidemment. Donc, mon frère, je l'ai revu 1 ou 2 fois. Et puis, depuis la mort de mon père, je l'ai plus vu, c'est disparu. Mais la veille de l'enterrement de mon père, donc après, j'ai revu mon père
5-6 fois entre 19 et 30 ans. En attendant, j'avais 2 enfants. Et voilà. Mais par contre, alors pour les histoires d'âme, puisqu'on aime bien ça ici, je savais qu'il était malade, qu'il avait un cancer. Et un soir, je suis à la mer du Nord avec mes enfants dans une petite chambre. Je suis en train de lire un livre et je bug 6 fois sur une phrase. Je n'arrive plus à avancer dans ma lecture. Mes enfants dorment à côté de moi. Et je lève les yeux et je le dis à haute voix. Je dis, tu as mis longtemps à nous trouver parce que je ne suis pas chez moi. Et je dis à mon compagnon de l'époque, je dis, je pense que mon père est peut-être mort parce que j'ai eu cette phrase qui est sortie. Et j'avais pas de téléphone, ou je l'avais laissé à la maison, je sais pas. Et en rentrant du week-end à la mer, j'ai le message comme quoi il est effectivement mort cette nuit-là. Mais donc j'ai eu la perception qu'il était venu me prévenir. Et je décide d'aller à l'enterrement à Amsterdam et je demande si je peux prendre la parole pour dire un petit mot, puisque finalement, je suis pas de cette famille. Enfin, je suis de cette famille, mais personne ne me connaît dans les gens qui vont être là. Et on me dit oui. Et sa femme me prévient la veille. Tu sais, on doit te dire quelque chose. Il y a quand même un secret. En fait, il a eu une autre fille. Donc, avant le petit frère, entre moi et le petit frère, 8 ans après, il a une fille mais à qui il n'a pas donné son nom, qu'il n'a pas reconnue. Et je suis dans la voiture pour aller à l'enterrement de mon père. Et j'ai cette sensation de l'avoir à côté de moi. Et il me demande continuellement, il me demande, je ne le vois pas, mais la voix dans ma tête fait « S'il te plaît, nomme Dania ». J'ai pas pu la nommer moi, j'ai pas pu la reconnaître. Nomme-la dans ton message. Alors je sais plus le traduire comme ça, mais c'était vraiment important. Et je faisais, mais non, je la connais pas, avec quoi tu viens? Enfin, c'était déjà un choc d'apprendre ça, c'est bon, j'étais un peu en colère comme ça. Et puis à un moment, j'ai fait, ok, d'accord. Et la voix s'est arrêtée, la sensation, la perception. Et ça va plus loin parce que j'arrive à Amsterdam, pas encore le GPS, et je fais, mais en fait, elle est où cette église? J'en sais rien. Je prends une sortie au hasard, je m'arrête à un feu, j'ouvre ma fenêtre, je demande en anglais toujours, je parle toujours pas le néerlandais, mais en anglais, tiens, est-ce que vous connaissez cette église-là? Ils me font, mais suivez-moi, j'étais à 500 mètres, ils m'ont déposé devant, et là, je fais, bon, je devais pas être toute seule, quoi, à ce moment-là. Et je suis dans cette église, je prends la parole, je fais un petit mot qui est personnel, et puis je souhaite un bon chemin à tous les gens de sa famille qui vont devoir vivre le deuil, en fait, qui vont devoir vivre le manque, parce que à cet endroit-là, le manque ne me touche pas. Pour moi, c'est juste une confirmation de sa mort. Il était déjà mort dans ma psychologie, en fait. Et là, c'était comme presque un soulagement. Cette fois, il est vraiment mort. Donc, je dois plus le chercher, je dois plus attendre, je dois plus espérer. Et je nomme Dania. Et à la sortie de l'église, il y a une jeune femme qui m'attend. Et là, je découvre ce que c'est de voir dans les yeux de quelqu'un qu'on vient du même endroit et qu'on a les mêmes yeux. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée. Parce que je n'ai pas cette expérience de la fratrie, d'avoir des frères et sœurs. Elle était là. Et elle était là. Et elle était tellement... Elle me dit « Merci, merci, merci de m'avoir nommée, puisque cette famille ne l'a pas fait et que la nouvelle femme de mon père l'avait beaucoup rejetée. Donc, elle était aussi allée voir mon père à l'hôpital. Elle avait apporté des fleurs. Elle a retrouvé les fleurs le lendemain renversées dans la poubelle parce qu'on ne voulait pas d'elle. Enfin, donc, cette jeune fille a beaucoup souffert de rejet. Moi, j'ai souffert d'abandon. Elle a souffert de rejet. Et c'est comme s'il avait fallu qu'il ait un fils pour pouvoir vivre avec lui sa vie. Bon, voilà. Quelle histoire. Je ne m'attendais pas du tout à parler de ça. Non, mais c'est ça mais parce que cette histoire-là, elle est transcendante. C'est-à-dire que quand vous la racontez, on comprend ce que vous faites aujourd'hui. Et je trouve que c'est dans la continuité. Vous parlez effectivement de vivre une grande résilience avec une réconciliation avec son passé à 19 ans. C'est ce que vous dites dans la fiche de production. Et raconter cette histoire est essentiel. Parce que cette histoire détermine ce que vous êtes aujourd'hui, la femme que vous êtes, et donc la communicologue que vous êtes aujourd'hui. Et si tu veux, pour rebondir sur le mot communicologue et la communication, qui est ce truc qui m'anime aussi depuis toute petite,
en fait, j'ai souffert on m'a pas dit, on m'a pas expliqué de quoi souffrait mon papa. Et puis il avait sombré dans la drogue, dans les addictions. Et c'était les années 70, 70. Et du coup, il avait des grands hauts, des grands bas. Et puis il devenait très dangereux dans ses grands downs. Et donc, ça a été une œuvre de protection, en fait, de m'éloigner. Mais on ne peut pas expliquer ça à un enfant de 5 ans. Et donc, j'avais beaucoup de perceptions, mais j'avais pas les mots et l'explication pour comprendre la distance, la séparation, le danger, etc. Et j'ai l'impression d'avoir été détournée comme ça. Donc j'avais des gros chagrins, j'avais des peurs, mais j'avais jamais les mots pour me sécuriser, me faire comprendre. Et je pense du coup que très petite, ça a fait comment est-ce qu'on va pouvoir mettre des mots sur les émotions, sur ce qui se passe, sur ce qui n'est pas dit, pour accueillir et dire, et pas dire non, mais c'est pas grave, regarde là, y a Choupi à la télé, quoi. Quelque chose comme ça. Et donc, ça, oui, c'est dans ce terreau-là. Clairement. Et aujourd'hui, c'est ça mon métier, c'est d'amener le verbe, et on dit le verbe créateur, mais on pourrait dire le verbe réconciliateur, d'amener les mots sur ce qui est difficile à dire, sur ce qui ne se dit pas. Et de comment faire de la dentelle avec ça. Et je suis sûre que ça répare. Donc pour moi, c'est une vraie médecine, quoi. Communicologue, donc thérapeute relationnelle, célébrante. Oui. Quelle est la définition de ce mot ? La définition, c'est de célébrer, d'être la personne qui va célébrer, officier, organiser, créer un rite de passage, comme un mariage, comme un enterrement dans une société où peut-être les rites religieux ont perdu, en tout cas du public, et ont perdu de sens, ou en tout cas pour les personnes qui suivent ces rites-là, peut-être pas, mais que les personnes qui ne suivent plus ça, alors tu vois, je le dis, elles se retrouvent à l'église parce qu'on a toujours fait ça, mais elles n'ont aucune pratique et aucune ferveur ou aucune connexion. Mais c'est à l'église. Alors, j'ai l'impression des fois qu'on a des rites de passage, des moments comme ça rituels qui sont presque du prêt-à-porter de l'événement. Et on fait les choses parce que c'est comme ça qu'on les fait. Mais ils sont pas personnalisés, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'écoute avec qu'est-ce qui fait sens pour la personne. Et donc, dans ce mot de célébrante, il y a recréer du rite, du rituel sur des moments importants de la vie, que ce soit pour des moments qui ouvrent des nouvelles voies ou pour des moments qui ferment des passages de vie, et de le faire avec avec et pour les personnes, et avec une reconnexion aussi à ce que nous apprend la nature dans le grand mouvement naturel des choses, avec les éléments, le feu, l'eau, l'air, et comment on peut se reconnecter et se dire: mon mariage était unique, mon enterrement ou l'enterrement de mon proche était unique, et que ça reste du coup, ça contribue à aider le cheminement du deuil ou le cheminement de la naissance dans ce qui vient. Et lorsque vous parlez, Caroline, évidemment des éléments, le désert. Oui. Ah, vous avez une relation au désert qui est un élément. Pour le coup, en tout cas, il y a tous les éléments dans le désert, parce qu'il y a la terre, et c'est une sacrée partie de terre. Que représente le désert dans votre vie ? J'aime beaucoup Jean-Yves Leloup. Il a écrit un livre qui s'appelle Désert, et il parle de tous les déserts qu'on traverse dans l'existence. Certains vont traverser le désert au niveau de la santé et avoir des maladies à répétition, des douleurs. Pour d'autres, c'est un désert spirituel avec c'est quoi le sens de la vie et ce sentiment profond de solitude qui peut épuiser. Pour d'autres, c'est un désert relationnel avec des histoires qui sont compliquées. Voilà, on a tous une sorte de désert, en fait. On pourrait dire un thème comme ça qui est un peu mon talon d'Achille. Et quel est le thème ? Donc j'aime déjà beaucoup cette image-là. Moi, le désert, c'est une aspiration. Depuis que je suis petite, j'ai un élan pour ces grandes dunes. Je ne sais pas pourquoi. J'avais 7-8 ans, j'ai demandé... Ma grand-mère, elle collectionnait les points Artis Historia. Je ne sais pas si ça dira encore quelque chose à quelqu'un. Alors, on pouvait avoir, avec les points, des livres, avec des images à coller. Okay. Et à la période de Noël, elle arrivait avec le catalogue des livres et elle me disait « Qu'est-ce que tu veux ?» Et elle trouvait ça chouette, j'allais pouvoir coller des images. Et il y avait un livre de désert, j'ai dit « Celui-là ». Il m'a fait « Ben non, il y a plein de textes, va dans le rayon enfant, quoi !» Donc l'année d'après, j'ai redemandé le livre de désert et je l'ai eu et j'ai collé ces images et je pense que j'ai plongé déjà dedans.
Et quand j'y étais en 2011 pour la première fois, il y avait une sensation de retrouvailles, de sentir que j'ai déjà marché sur cette terre, j'ai déjà été nomade peut-être, j'ai déjà... Et je suis arrivée sur un gros deuil, parce que le désert nous appelle quand même dans des moments clés de l'existence. Et je dis le désert nous appelle parce que chaque fois que j'ai quelqu'un au téléphone qui dit je veux venir, il y a un élan. C'est pas qu'est-ce que je peux faire, quoi. Il y a vraiment un élan quasi vital. Et là, moi, je venais de me séparer 1 an avant et c'était vraiment le deuil de mon rêve de vie. De la famille d'où je viens, c'était essentiel. J'avais signé pour faire un papa, une maman, des enfants et ils restent au bout jusqu'à la fin de leur vie. Et ça s'est pas passé comme ça. Et j'arrive dans le désert avec la sensation que alors, je suis poète, parfois je me dis je vais tellement aller pleurer que je vais faire fleurir le désert à moi toute seule. Oh. Bon, je me prends... Oh, c'est un peu beau. prétentieux. C'est beau, c'est beau. C'est un peu prétentieux. Et L'image est belle. ce qui s'est passé, c'est pas du tout ça, parce que la vie est pas comme on s'attend à ce qu'elle soit. Et je marchais dans ce désert, et je marchais, et je touchais de la joie profonde. Et j'avais l'impression qu'à chaque pas, ma fatigue, mon épuisement, ma colère de ces derniers mois et années tombaient dans chacun de mes pas et que c'était un compost géant qui me renourrissait directement, qui me faisait toucher à derrière toutes ces couches de tristesse et de frustration. En fait, il y a juste de la joie. Ça me ramenait à mon essence profonde, en fait. Et donc, j'étais la première étonnée, mais donc j'appelle ça le grand composteur. Après, j'ai quand même pleuré beaucoup à un moment parce que j'avais un compagnon de route qui, on est en haut d'une dune et puis au loin, on voit, et je l'ai jamais revu, une carcasse quasi entière de dromadaires morts. Et il me dit, parce que c'est juste ça le désert c'est un grand bac à sable, donc c'est joyeux, le désert il joue avec nous, il joue avec notre âme. Et cet homme-là, il me dit « Oh, c'est vraiment la vallée de la mort ici !» Et sur cette phrase-là, j'ai un déclic, je le regarde et je fais « Ah là, il va falloir que je marche toute seule. » Et j'ai marché, ça m'a paru des heures, et j'avais dans les images qui se mettent à ce moment-là devant mes yeux, j'avais vraiment l'impression d'une procession mortuaire. Et je voyais le rêve de ma vie, le rêve d'un homme que j'avais aimé, etc. Et d'un enfant que j'avais pas pu garder à un moment dans ma vie. Et j'avais comme 3 petits chariots et je marchais tous ces deuils et je marchais derrière. Et là, j'ai beaucoup pleuré. Et à la fin de ce chemin, parce que le désert est un espace de transformation, et j'aime bien dire que c'est un grand rituel en soi. Hein. On rentre, ça se transforme, on ressort. Et à la fin de tout ce processus de deuil, mais qui a été finalement rapide, il était préparé depuis des mois. Le désert est un accélérateur de particules à certains endroits. Et au bout du chemin, le soir de ça, j'ai pu m'éveiller à ce qui était à côté de moi et qui a été la plus grande histoire d'amour de ma vie et qui doit sûrement être dans tes notes aussi, qui est la rencontre avec Pierre et qui a été mon mari et qui est plus de ce monde. Mais voilà. Et donc, le désert est aussi ancré. C'est l'amour du désert, mais c'est l'amour de Pierre et de ce qu'on a vécu dans le désert. Et depuis 2011, je continue à y aller chaque année avec des groupes, 2 fois par an. Et même s'il n'y a pas de groupe, j'y vais. Alors, c'est jamais arrivé. Mais je veux dire, moi, j'y vais de toute façon 2 fois par an parce que c'est l'endroit où je peux me déposer avec, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'ordinateur. Je t'ai entendu dans ton émission, je vous dirai tout, ça peut être bien pour toi de venir. Non, mais moi, je suis assez fasciné par ça. J'y suis jamais allé, mais je suis fasciné par ça. Tous ceux qui ont fréquenté le désert, et quelle que soit la manière dont les choses se déroulent dans le désert, reviennent presque transformés. Il y a un avant et un après. Clairement. Tous ceux qui l'ont fait me disent ça. Et que vous y alliez avec les nomades sur place, dans des bivouacs, avec un certain confort, ou de manière complètement roots, voilà, avec un sac de couchage et une tente, peu importe. Tous ceux qui ont vécu ça
nous disent à quel point il y a une transformation qui s'opère. Et tu sais, c'est pas pour rien qu'on retrouve le désert dans toutes les grandes quêtes spirituelles aussi, et c'est connu. Et en fait, la phrase que je préfère entendre, il y a 2 phrases que j'aime bien entendre. La première, c'est mon guide et mon organisateur là-bas, qui s'appelle Youssef. Et quand il nous conduit dans le désert, lui, il a grandi là, avec une famille nomade, et il dit: j'y vais plus assez et ça me manque, parce que ce qui me manque, c'est de pouvoir écouter le chant de mon âme. Et donc, il décrit le désert comme l'espace où on peut écouter le chant de son âme. Et l'autre phrase qui me touche, c'est quand les gens, et quasi dans chaque groupe, disent « j'ai l'impression d'être à la maison, d'être de retour à la maison ». Et c'est intéressant parce que c'est une phrase, ce retour à la maison, tous les personnes qui ont fait des expériences, des EMI, là, ils disent ça, ce retour à la maison. Donc on voit que c'est quelque chose qui est lié à l'âme. Alors je me disais, au début, tu vois, je faisais, ben non, c'est ma maison, pourquoi tout le monde se sent, c'est mon truc de me sentir à la maison, comme on peut être. Et puis je suis rentrée dans cette écoute de qu'est-ce qui fait que les gens se disent, j'ai l'impression d'être de retour à la maison. Et j'en suis arrivée à cette observation qui est, c'est la connexion à soi, à plus grand que soi, mais c'est surtout de retoucher. Qu'est-ce qui nourrit l'âme? Et ça, c'est Paul Lebrun, ma maman spirituelle, qui disait ça. Ce qui nourrit l'âme, c'est notre capacité à nous émerveiller. C'est le silence, c'est la connexion à la nature, c'est l'art, c'est la beauté. Et il y en a peut-être d'autres, mais voilà, un espace où on est plongé dans la beauté, le silence, le vrai lien, l'authenticité, parce que les masques tombent, il y a plus de filtre, ouais. on est à nu en fait, au sens symbolique du terme, et on a des vrais liens parce qu'on n'est pas agité par d'autres choses, et donc on se rencontre, et on se rencontre, et on se rend compte qu'on n'est pas tout seul dans nos petites misères, et donc c'est un voyage et un chemin d'humanité profonde. Et c'est ça, je pense, le retour à la maison, c'est d'être dans cette qualité d'être là, et de pouvoir se dire, ben là, je peux écouter et être vraiment au cœur de ce qui se passe. Je ne dois pas me protéger, je ne dois pas me défendre, j'arrête de faire semblant, et je suis nourrie par cette beauté, par cet espace, il n'y a pas de pollution, enfin tout ça. Donc oui, c'est un retour à la maison. Et toute la question après, c'est comment est-ce que je peux faire fleurir le désert en revenant dans le monde occidental agité et le garder vivant. Mais une fois qu'on y a touché, on sait quand même retrouver aussi à certains moments cet espace à l'intérieur de nous, je pense. Alors la question c'est comment ? Mais comment ? Alors, ça pourrait être une question. Qu'est-ce qui t'a émerveillé hier ? Est-ce que tes yeux ont brillé ? Enfin, je dis tu, mais c'est le tu à chaque personne. Comment est-ce que je m'émerveille du monde qui m'entoure ? C'est pas facile en écoutant les infos, en écoutant de la pub, en ayant peur tout le temps. Et pourtant, je peux m'émerveiller d'une fleur qui pousse entre 2 dalles de béton. Si je regarde, je peux m'émerveiller d'un enfant qui sourit. Je peux m'émerveiller de la gentillesse de la boulangère. Mais est-ce qu'on a encore en nous du temps pour nourrir cet émerveillement ? Faire silence, alors c'est toutes les pratiques de méditation, de sophrologie, je ne suis pas la première à le dire, mais le silence, il ne suffit pas de se taire pour rencontrer le silence. Parce que quand je me tais, souvent, il y a encore beaucoup de bruit, et d'ailleurs, c'est pour ça, je pense, il y a des gens, ils laissent la télé allumée, la radio tout le temps, même les voitures aujourd'hui sont construites, on allume et la radio s'allume. Il faut décider de l'éteindre. Non mais c'est dingue quand même. Donc il faut décider d'arrêter le bruit. Et être OK d'écouter le bruit à l'intérieur de soi. Toutes les voix dans ma tête qui disent « il faudrait, je voudrais, je pourrais, mais c'est pas juste ». Et donc ça prend un temps d'arriver au silence de l'être qui fait, il y a rien, il y a plus de pensée en fait. Et une manière d'aller là-dedans, c'est de plonger dans la beauté. Si je suis connectée à la beauté, à un tableau, à une musique, parfois ça peut être visuel, ça peut être auditif, mais quand on est en connexion avec quelque chose qui nous semble beau et que notre concentration va là-dessus, je pense que ça détend pas mal le brouhaha.
et puis du vrai lien et de l'authenticité. Et là, en rentrant dans un désert, on peut faire un peu de ménage et de tri. En faisant, j'adore cette expression qui dit on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus et qui ont le plus d'incidence sur nous. Eh bien, comment je choisis les influences, mes influenceurs personnels. Et si je suis entourée de gens qui se plaignent tout le temps, je vais devenir quelqu'un qui se plaint et qui voit ce qui ne va pas. Mais si je suis entourée de gens qui s'émerveillent, je vais sans doute pouvoir ouvrir mon regard. Et si vous êtes la somme de ces 5 personnes, est-ce que vous avez identifié ces 5 personnes ? Alors, je le fais régulièrement parce que je pense que ça change aussi au fur et à mesure des ans. Et dans mes rituels de fin d'année, j'aime bien voir quelles ont été les 5 personnes qui ont été significatives pour moi et est-ce que c'était bon pour moi et je les remercie à la fin de l'année pour dire voilà de quelle manière tu m'as inspiré, tu m'as guidé, tu m'as permis de devenir cette version de moi qui fait sens pour moi. Donc ça veut dire que dans la vie de Caroline, il y a un top 5 et si elle ne vous appelle pas en fin d'année, c'est que vous ne faites plus partie du top 5 et que les choses ont évolué ou changé. Je plaisante évidemment, mais... Oui, c'est dans... mais le ça truc... va me mettre la pression mais parce non, que mais oui, parce que le truc c'est que vous dites, je les appelle, en tout cas je leur dis à quel point effectivement elles ont une influence particulière sur mon dialogue avec moi-même et avec mon âme. Donc, et si vous les appelez en fin d'année et que tout le monde va s'attendre, là maintenant que vous le dites, tout le monde va s'attendre à recevoir un petit coup de fil en se disant j'espère être dans la vie de Caroline et dans ses influences positives. Alors, des fois, ça m'est arrivé de faire 20 remerciements et des fois, ça m'est Bien arrivé sûr, de pas en bien sûr, faire. bien Donc sûr. voilà, je suis pas aussi précise que ça. Bien sûr. Mais j'aime bien regarder et parfois, ça a été une phrase. Ça a été une phrase sur une journée de formation qui m'a juste fait switcher sur quelque chose. Ça a été un livre, ça a été un cadeau, ça a été une attention, ça a été une parole et parfois, ça a été une compagnie vraiment précieuse pendant longtemps. Aujourd'hui, Caroline, comment est-ce que vous accompagnez ? Alors, on a parlé évidemment tout à l'heure du désert et de ces accompagnements que vous faites. Il y a les cercles de femmes aussi. De quelle manière vous pouvez aujourd'hui vous adresser à ceux et celles qui vous regardent ? Plus à celles qu'à ceux ou pas ? Plus à celles qu'à ceux parce qu'il y a les cercles de femmes et que dans les 2 déserts par an, il y a toujours un désert pour les femmes. C'est un sujet qui m'a animée pendant de nombreuses années autour du cycle féminin et de nos différentes énergies. Et de voir que le féminin, c'est pas juste être mère ou épouse, mais et de comment aller accueillir aussi l'ombre, ces moments où on est moins bien, où on est la pas belle, la pas jolie, la pas gentille, et qu'on n'a pas besoin d'être traité d'hystérique pour ça, et comment on peut s'accueillir dans ces mouvements plutôt que de se dire c'est pas bon. Et si je m'accueille mieux et si je me comprends mieux, je vais pouvoir mieux donner mon mode d'emploi. Et on revient sur la communication à l'homme qui partage ma vie. Et si je donne un meilleur mode d'emploi à l'homme, ben, il va pas se sentir toujours avec une guerre de retard en disant mais il y a 3 jours tu m'as dit que tu voulais de l'espace et aujourd'hui tu me dis que tu veux des bras et je comprends rien en fait. Et donc, C'est tellement vrai. j'ai beaucoup d'affection et de tendresse pour les hommes. Donc après j'ai animé des cercles d'hommes pour leur raconter le cycle menstruel des femmes, raconter aux hommes et leur faire parler de leur relation à la femme, parce que c'est des sujets qu'on n'aborde pas s'ils sont pas proposés. Et voilà. Donc aujourd'hui, j'accompagne principalement des couples. Donc mon attention de la communication, elle est vraiment sur l'accompagnement des couples. Et les cercles de femmes et puis les déserts, je dirais, c'est les 3 grandes approches, plus les livres que j'écris, plus le jeu de cartes. Mais voilà, une formation en ligne, des choses comme ça. Mais les gens viennent me voir dans cette idée de je voudrais mieux communiquer avec moi ou mieux communiquer avec l'autre. Et je dis mieux communiquer vraiment avec beaucoup d'humilité. Moi, je suis une humaine comme tout le monde. Je le fais très bien dans mon travail. Je le fais très bien dans des moments d'attention. Je suis assez bonne pour accompagner les autres.
Et dans ma vie de tous les jours, il m'arrive d'avoir des paroles de travers, d'avoir des soupirs, d'avoir des réactions. Et donc, je suis pas optimale 24 heures sur 24 dans ma manière de relationner ou de dire les choses. Je peux encore blesser des gens, etc. Mais peut-être que je vais en avoir conscience plus vite et que j'ai plus appris l'art de la réparation. Peut-être c'est ça qui est intéressant, de se dire on communique jamais bien 24 heures sur 24. Mais par contre, on peut réparer et revenir dans le lien et remercier sur en fait, tu m'as appris ça de moi et je te remercie pour ça, ça m'a fait grandir et je vois que je suis encore hyper sensible à tel sujet et ma parole a été de travers. Donc voilà, je rassemble beaucoup d'approches de communication et je la mets dans une forme de l'art du rituel pour créer des moments précieux aussi et que ce soit pas des méthodes qu'on applique, parce que ça, toutes les formations que j'ai suivies, alors les gens ils sortent de formation et puis ils ont appris à dire j'entends que tu dis, et ils disent ça sur un ton où ça fait je t'entends mais ta gueule en fait. Donc c'est comment on peut vraiment mettre ça dans une communication du cœur et de la sensibilité, de la vulnérabilité, et en fait c'est de la connexion qui va être plus importante. Et vous dites que vous avez aussi appris à dire non. Alors je dirais j'apprends encore et toujours à dire non. Mais en tout cas, j'apprends que quand je peux dire non, alors mes oui peuvent devenir des vrais oui. Parce que sinon, j'ai toute une série de oui qui sont oui parce que je veux pas te blesser, oui parce que je veux faire plaisir, oui parce que je veux être aimé, c'est à peu près le pire, je pense, celui-là, et qui font, je me perds dans la relation, je me perds dans la fatigue, je me perds dans la santé. Et le dire non, c'est très difficile quand on a cette peur de ne pas être aimé. Et ça veut dire que je ne m'aime pas encore assez. Parce qu'au moment où je dis non, si je te dis non, en fait, c'est de voir en te disant non à quoi je me dis oui. Et là, ça aide le chemin du non. Et donc, je peux faire, je te dis non pour se voir tous les jours parce que c'est trop pour moi dans une relation. Mais en te disant ça, je dis oui à mon besoin d'espace et donc je dis oui à pouvoir revenir pleinement dans la relation et être vraiment là avec toi quand on y est. Et si j'arrive à expliquer comme ça mon non, quel qu'il soit, il devient entendable pour l'autre. Parce qu'un non peut aussi être très violent pour l'autre. Ça peut aussi faire, du coup, tu me dis non, donc tu ne m'aimes pas. Est-ce que vous avez remarqué que dans les explications de notre échange, là, que nous avons, vous avez une réaction physique quand vous rentrez dans une explication de quelque chose? Alors non. Vous prenez une grande bouffée d'oxygène. C'est vrai? Ouais. Et vous expliquez. Je ne sais pas si les gens ont remarqué ça, mais ça fait 2-3 fois que vous le faites, et je me suis dit, tiens, mais on sent que vous vivez l'explication. Vous voyez? Moi, je le ressens comme ça, en tout cas. Et que vous êtes pleinement investi dans ce que vous dites. Et pour le retranscrire au mieux avec des phrases et des mots simples, comme c'est parfois très abstrait comme notion, on a le sentiment d'aller chercher l'inspiration, au sens propre comme au sens figuré, hop, pour nous donner la définition de ce que vous ressentez. C'est vrai, c'est beau comme vous dites sur le... Quand on prend suffisamment d'oxygène, on nourrit le cerveau et on peut être inspiré. J'ai un ami proche avec qui je travaille régulièrement qui dirait « Non, elle fait ça parce qu'elle sait qu'elle parle beaucoup et pour avoir suffisamment d'air pour faire des longues phrases, elle prend la dose qu'il faut. » Il y a quelque chose qui m'intrigue aussi dans votre histoire, c'est que, alors c'est peut-être encore une fois une analyse de bac à sable, comme dirait l'autre, mais la relation aux hommes que vous avez, je trouve que dans votre parcours de vie, entre votre père, votre demi-frère, celui qui a partagé votre vie et qui n'est plus, est compliqué. Oui. Oui, alors compliqué. J'ai l'impression qu'il y a des schémas répétitifs dans votre vie. Je sais pas. Il y a un schéma sur la séparation et je pense que c'est pour ça que j'écris aujourd'hui là-dessus et c'est pour ça que quand je dis j'accompagne les couples, je les accompagne autant dans la reconstruction mais aussi dans l'art de la séparation. C'est comme un tabou, c'est comme la mort, la séparation. Tu sais, ça fait comme échec. On s'est séparés et puis comme dès que la décision est prise, si on s'est séparés, on se parle plus et on rentre dans de la logistique, de l'administratif, dans des guerres parfois.
Et je pense que c'est à ce moment-là que la communication, elle est essentielle, la capacité à honorer le chemin qu'on a eu, retirer le bon qu'on a eu. Comment est-ce que j'ai grandi dans cette relation-là? Comment est-ce qu'on va faire si on est parent pour continuer à entretenir un bon lien parental alors qu'on n'a plus de lien conjugal, et à ne pas rester fâché, parce que celui qui reste fâché, ben, il est pas complet, il n'a pas retrouvé son... il n'a pas retrouvé son entièreté. Et puis moi, je peux voir, j'ai été pas fâchée. Et puis des années après, j'ai fait, mais en fait, si, je suis encore fâchée. Et donc, c'est infini comme mouvement. Mais je crois profondément dans un monde où on pourrait améliorer l'art de nos séparations, l'art des parties de vie qui prennent fin, et mettre de l'amour là-dedans. Je pense que le monde irait beaucoup mieux. Le adieu et merci. Ouais. Et donc, pour revenir à ta question, oui, j'ai eu plusieurs histoires, malgré mon rêve de petite fille de faire le couple idéal et un homme idéal. Et j'ai connu la séparation avec le papa de mes enfants, j'ai connu la séparation dans la mort avec mon mari, le père absent. Et donc, c'est sûr que ça crée un terreau. Et en même temps, un terreau et une aspiration. Je reste dans ce chemin de commencer de rencontrer l'homme, de relationner, de réparer tout ça. Mais encore une fois, je pense que c'était écrit en tout petit dans mon truc et que j'ai mis sur accepter. Et donc, j'ai signé en bas à droite. J'ai signé, voilà. j'ai Ça, fait c'est OK. ça. Et c'est aussi toutes ces expériences-là qui me permettent de faire le métier que je fais avec une ouverture et pas avec une vision limitée de le couple, ça doit rester des années et on peut... Et c'était Jacques Salomé qui disait « Nul ne connaît à l'avance la durée de vie d'un amour ». Et je trouve ça très, très beau. Et est-ce qu'on peut aller jusqu'à accompagner la fin de vie d'un amour ou le transformer? Parce que l'amour et la relation, c'est pas encore la même chose. L'amour amoureux. Et comment est-ce que je garde l'amour, mais que je le mets au service de la relation autrement? Mais ça ne marche pas tant qu'on reste blessé. Et si on n'apprend pas à guérir, à soigner le relationnel, alors on reste blessé. Mais sauf qu'on ramène ces blessures dans la relation suivante. Et du coup, on fait, ça se répète. Les schémas répétitifs, incontournables. Alors, un mot sur vos deux ouvrages. Qui sont ici. Alors, évidemment, pour s'initier à la communication amoureuse, il existe des rituels de femmes. Alors, le rituel de femmes, c'est la collection, en fait. Et donc, il y a toutes sortes de livres dans cette collection-là. Et j'étais heureuse de pouvoir écrire un livre qui ne s'adressait pas qu'aux femmes, mais souvent dans la communication, quand même, ce sont les femmes qui sont le plus souvent moteurs. Dans les stages, on voit c'est qui a emmené l'autre. Et il y a 80% quand même où c'est la femme qui dit « Viens, il faut qu'on y aille » et l'homme qui fait « Oui, j'attends de voir ». Donc, donc, voilà. Et l'idée de ce livre-là, c'est de voir comment ritualiser des moments pour sortir du « il faut qu'on discute » où j'ai envie de te dire des choses, mais c'est entre la poire et le dessert, là, comme on dit, et d'apprendre à vivre cette connexion, cette qualité de présence, à s'écouter sans s'interrompre, à dire, mais ça, on va travailler avec des objets, on va travailler avec de la symbolique, on va travailler avec d'une invitation à se dire les choses pour approfondir, pas rester en surface. Et je dirais, alors c'est écrit un peu comme un livre de recettes parce que c'était la collection qui invitait à ça, et merci à Catherine Maillard de m'avoir invité à écrire. Mais je dirais, on lit une partie et puis on se l'approprie. Moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est pas que les gens suivent à la lettre quelque chose. Et cependant, il y a toutes les grandes informations de la communication relationnelle non violente, le Ho'oponopono, les accords Toltec, enfin, on retrouve pas mal de choses. Et j'avais une participante ce week-end au stage qui disait, en fait, c'est un livre compagnon, quoi. On lit le début pour avoir la base, et puis après, on va piocher en fonction. Et si tu vas au restaurant un soir, tu lis un rituel, et puis tu dis à ta compagne, tu dis, attends, j'ai prévu un truc, voilà. Et ça devient un beau moment qui va se marquer autrement, qui va sortir de la bande passante de ce qu'on se partage. Aux éditions Le Courrier du Livre, dans la maison Guy Trédaniel. Et
Adieu et merci. Alors ça, c'est le petit dernier de cette année 2025. C'est un livre où je m'implique beaucoup plus personnellement. On va y retrouver des bouts d'histoire de ce qu'on a partagé aujourd'hui. Et tu vois, je vois que les gens, quand ils m'invitent, parfois, ils aiment même pas dire adieu. Alors ils disent, l'autrice de au revoir et merci. Parce que le au revoir donne quand même on va se revoir. Absolument. Et le adieu, il y a ce côté définitif qui fait que, mais adieu, Inch'Allah, c'est comment je m'en remets à ce qui est plus grand que moi, au mystère. Et je veux te raconter ça, je ne sais pas si j'ai encore le temps, mais je veux te raconter ce principe-là, c'est de se dire, si on regarde que la vie est un grand rite de passage, et déjà que notre naissance est un rite de passage, on peut voir que dans le corps de notre maman, dans notre bulle, quand notre première expérience de la vie, on a été dans un environnement sécurisant, chaleureux, protecteur, confortable, la plupart du temps, dans lequel on a pu grandir, se préparer, croître, se renforcer. Et ça dure tout un temps, sans doute exaltant, je me souviens plus, mais j'imagine. Et à un moment donné, cet espace tellement nourrissant a commencé à devenir étroit. Et l'enfant, il fait ce mouvement-là et il sait plus comment se mettre. Et à un moment, c'est tellement inconfortable que ça fait, il faut que je sorte de là. Parce que si je reste, je crève, je meurs. Et donc, il y a une décision de sortir qui n'est pas confortable parce qu'il faut quitter cet espace qui a été tellement bon. Ça passe par des contractions. On parle de celle de la mère, mais on peut aussi voir celle de l'enfant qui doit faire ce chemin de pousser et d'être aspiré en arrière et de ressortir, de faire le passage avec la crainte de qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je suis pas en train de mourir même en faisant le passage? Et puis, l'arrivée dans la vie. Et en fait, je suis partie de cette histoire-là, de cette image-là, pour me dire notre vie est une succession de ça. Nous vivons dans des espaces chauds, réconfortants, sécurisants, nourrissants, qui nous apportent de la sécurité. Et à un moment donné, ça devient trop petit. Et on a besoin d'en sortir, mais avec la crainte de est-ce qu'il y a autre chose derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et est-ce que je fais du mal à ce que je quitte? L'enfant, à un moment, et on le voit dans l'adolescence, c'est une deuxième naissance, et c'est des contractions, et c'est parfois des cris, et ça fait « je veux partir d'ici », oui, mais en fait, je suis tellement bien à la maison, et je veux partir là. Et en fait, le cocon parental, familial, devient trop étroit pour dire « je suis plus que ma famille, je suis plus que vos valeurs, je suis plus que vos idées ». Et comment est-ce que je sors de ça? Et on voit ça sur le premier appart, en général, c'est un petit flat, c'est un petit truc, c'est mon nid, c'est super. Mais si je vis avec quelqu'un, si je veux... Mais parfois, j'ai de la tristesse à quitter cet endroit qui était mon chez-moi. Et c'est ça, en fait. Nos transitions peuvent être difficiles parce qu'à la fois, il y a de l'amour et il y a eu de la sécurité. Et que là où je vais, je suis pas encore sécure d'y aller. Et donc, comment la ritualisation de ces moments-là, le travail symbolique, le travail de mise en mots et le travail d'accompagnement des passages va permettre de sortir de la tête, mais de faire une expérience toujours aussi à travers le corps pour nous aider et nous soutenir dans ces passages et ces moments de transition quand il y a de la peur. Et pour finir, alors on passe sur le dernier rite de passage qui est la grande mort. Et moi, je me dis deux choses. Je me dis, la première, c'est que peut-être on vit toute notre transition comme on est né. Et je trouve ça intéressant d'aller regarder, est-ce que je suis née à la ventouse, au forceps, en 4 minutes? Et donc, est-ce que je prends mes décisions tac-tac comme ça? Ou est-ce qu'il faut tout le temps que quelqu'un me tire ou que la vie me pousse? Bon, j'ai pas fait de recherche scientifique sur le sujet, mais en tout cas, ça m'inspire. Et du coup, voilà, je la deuxième perds. Oui, c'est ça. Je sais qu'il y a une deuxième, mais oui. Et je me dis, si on apprend à bien mourir, d'où le titre de la rencontre d'aujourd'hui, à bien vivre toutes ces petites morts, à être OK avec ce n'est plus, et je m'ouvre à ce qui vient, et quand je le fais, le champ des possibles se réouvre bien. Alors j'ai envie de croire qu'au moment du passage, je vais pouvoir dire un vrai adieu et merci, c'est OK.
parce que c'est pas OK quand je suis dans le regret et l'attachement à tout ce que je n'ai pas fait, toutes les décisions que j'ai pas prises. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette idée d'apprendre à mourir pour vivre pleinement, et on pourrait dire pour mourir joyeusement. Je sais pas si c'est possible, j'en suis pas sûre, mais en tout cas c'est l'optique. Et c'est joliment expliqué et tellement bienveillant dans cette résilience qui a fait l'accompagnante que vous êtes, la communicologue que vous êtes aujourd'hui. Bravo Caroline. Merci infiniment pour ce bel échange. Merci pour les gâteaux. Merci à toi. Et puis alors, un petit mot, oui, le coffret, on a oublié rapidement. Oui, c'est un jeu de cartes relationnelles. C'est la première chose que j'ai mise au monde, si tu veux, dans mes ouvrages. C'est un jeu de cartes qui s'appelle Connecto. Et en fait, je l'aime beaucoup parce que je l'ai créé d'abord avec Pierre pour notre relation. Et ça a été le fondement dans la communication d'une histoire d'amour, mais merveilleuse, où on s'est découvert, rencontré, où on est sorti de ce que je croyais que je connaissais de moi, qui était vrai dans une autre relation, mais en fait qui avec toi change. Et donc c'est un jeu sur tous les thèmes du quotidien et tous les thèmes de l'intimité qui ont besoin de se réactualiser dans le couple. Bon, et là, pour le moment, il est en rupture de stock, mais on est en train de travailler à la réédition. Donc, en allant sur mon site bientôt, on pourra le voir. Et tous les gens, juste pour dire, les gens qui jouent avec ce jeu reviennent quasi tous en disant « on ne s'était jamais dit ça ». Et parfois, ça fait 25 ans qu'ils sont ensemble. Ça, c'est donc, c'est des portes qui s'ouvrent pour se dire des choses profonde, intéressant. Communiquer pour mieux s'aimer. Exactement, voilà, qui est la baseline. Exactement. Merci infiniment, Caroline. Merci aussi. Passionnant. Vous allez évidemment commenter. On vous met tous les liens autour de la vidéo pour vous procurer et les ouvrages et le coffret au travers du site de Caroline. Et je pense que vous ne serez pas insensible, bien sûr, à cette émission. Vous allez la commenter avec bienveillance, comme toujours. Toujours. Hein, toujours. Et nous, on se retrouve très, très vite. Bon retour en Belgique. Merci. Merci infiniment. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.